Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h14, merci d'être avec nous. On est en direct évidemment sur Europe 1. Jérôme Fourquet est dans ce studio. Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP et auteur de l'ouvrage Métamorphose française, état de la France en infographie et en images. Pour les auditeurs d'Europe 1, vous analysez, pour bien comprendre ce que vous faites, vous analysez notre société et les mutations de notre société. Je voudrais d'abord, avant que l'on revienne évidemment sur votre livre, ou finalement quand on lit votre livre, vous ne devez pas être étonné de ce qui se passe aujourd'hui. La semaine d'Halloween, j'ai dressé la liste de tout ce qui s'était passé, les fusillades, les rixes, partout en France, je modère mes propos, dans de très nombreuses villes moyennes de France. Je pourrais refaire la liste. Je suis en situation de sidération. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 le sont aussi. D'abord, vous, avec votre regard, avec votre analyse, avec le travail que vous effectuez, avant d'entrer dans le cœur de votre livre, comment vous pouvez nous expliquer cette flambée de violence ? Alors, elle renvoie à deux phénomènes. D'abord, l'extension territoriale des réseaux de trafic et de commercialisation de drogue. Il y a quelques années, quand Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur, il avait indiqué que la France comptait 4000 points de deal. Donc la carte avait été publiée par département. On voyait qu'aucune zone du territoire aujourd'hui n'était épargnée. La moindre ville moyenne compte aujourd'hui donc une sous-préfecture, 10 000, 15 000 habitants, va compter son quartier sensible. Vous appelez ça les quartiers chics. Voilà, un petit clin d'œil avec les quartiers chics. Ouais. Et donc, ça s'est métastasé un petit peu partout sur le territoire. Alors, ce qu'il faut toujours rappeler, parce que on l'oublie souvent, c'est que s'il y a 4000 points de deal, ça veut dire qu'il y a des millions de consommateurs partout sur le territoire. Et donc, il y a une massification de la consommation de tout type de stupéfiants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément d'explication, c'est que face au commerce prospère et florissant qui se développe, eh bien les sommes d'argent collectées sont gigantesques. Tout ça attise les appétits. Et donc on a des rivalités de territoire pour contrôler les points de vente, pour contrôler les cargaisons qui se multiplient, avec un rajeunissement des personnes qui sont embrigadées dans ces rixes ou dans ces conflits, avec aussi une professionnalisation de ces filières qui vont recruter, comme ils disent dans leur jargon, des jeunes pour jobber. Donc on recrute via les réseaux sociaux des gens qui viennent d'autres régions pour ne pas être suspects de connivence avec la population locale. L'ubérisation du trafic de drogue. L'ubérisation et la professionnalisation de ce trafic. Un accès aux armes qui est plus fréquent que par le passé. Et quand vous mettez tous ces ingrédients de ce cocktail, vous avez le résultat auquel on assiste de manière un peu désemparée depuis plusieurs années maintenant, avec une montée en puissance qui va crescendo. Vous parlez aussi dans votre livre Métamorphose française, état de la France en infographie et en images, d'extension du domaine de l'émeute. Et ça, à la suite de la mort de Naël. C'était en 2023, flambée de violence un peu partout en France, et pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes et les petites communes. Ce n'était pas le cas lors des émeutes de 2005 ? Alors, lors des émeutes de 2005, beaucoup de territoires, beaucoup de villes avaient déjà été touchées, mais à l'été 2023, on a compté 100 communes supplémentaires qui ont été concernées par ces émeutes. Hein, rappelez-vous, typiquement la petite ville de Montargis, qui avait fait un peu office de symbole de ce développement des violences urbaines, y compris assez loin des grands centres urbains. Et tout ça est à relier avec ce que j'indiquais préalablement, c'est-à-dire l'existence de quartiers difficiles, où il y en a une confrontation avec, je dis bien, une partie de la jeunesse de ces quartiers et les forces de l'ordre, sur fond de trafic. Et donc ce phénomène s'est métastasé. Si on reprend ce qui s'est passé dans la nuit du 31 octobre à Poitiers, dans le quartier des Couronneries, ce quartier où un jeune a été tué dans le cadre d'une fusillade qui visait les terrasses d'un kebab, eh bien sur le petit centre commercial dans lequel se trouvait ce kebab, plusieurs édifices et plusieurs commerces et services avaient été incendiés lors des émeutes de 2023, notamment le commissariat, la Poste et le Crédit Mutuel. Donc c'est un peu le lot commun de toute une série de territoires. Alors, pour répondre à cela, il y a quelques années, le ministère de l'Intérieur
a mis en place une unité de CRS spécialisée qui s'appelle la CRS numéro 8, qui est maintenant très célèbre, qui était envoyée un peu en pompier volant, si on peut dire, sur tous les points chauds, mais il n'y avait qu'une unité de CRS, et donc maintenant, elle a donné naissance à d'autres unités sœurs, donc c'est les 81, 82, 83, 84, qui se déplacent un peu partout sur le territoire, au gré des demandes et des réquisitions des préfets, pour essayer un temps d'éteindre l'incendie. Donc je parle d'incendie, rappelez-vous ce qui s'est passé début octobre à Cavaillon, avec à la suite d'un démantèlement d'un point de deal, il y a une expédition punitive contre le commissariat de Cavaillon. Cavaillon doit être à 20 000, 25 000 habitants, au cours duquel, au cours de cet événement, plusieurs véhicules de police ont été incendiés. Donc on a envoyé une CRS 80 et quelques, essayer de ramener le calme et l'ordre pendant quelques jours dans cette commune. Mais le sociologue que vous êtes, vous observez la société française. Pardon, mais à partir de quand a-t-on basculé dans ce que Bruno Retailleau appelait la mexicanisation de la France? Parce qu'on y est aujourd'hui. Alors, il y a jamais dans ces phénomènes, il n'y a jamais de date bascule. En fait, c'est un processus au long cours. Si on veut prendre deux points de repère chronologiques et cinématographiques, j'en parle aussi dans le livre, le milieu des années 90, l'ambiance dans les cités, et pas dans toutes, c'est un peu le film La Haine. Et 25 ans plus tard, c'est plutôt Bac Nord maintenant. Et donc on voit comment, en 25 ans, encore une fois, les phénomènes se sont développés partout sur le territoire. On a parlé de Poitiers, on a parlé de Rennes, on parle de Nantes, donc une France de l'Ouest qui était plutôt à l'écart. Et puis les endroits où ces violences et ces trafics existaient, eh bien les choses se sont considérablement durcies, avec une montée en puissance des organisations criminelles. Rappelez-vous aussi la conférence de presse stupéfiante, sans jeu de mots, de la fameuse DZ Mafia, qui reprend le décorum du FLNC, avec une nappe blanche, un logo, et qui... ça, c'est à Marseille, la DZ Mafia. Le visage cagoulé, s'adresse au procureur de la République en disant qu'ils sont pour rien dans les quelques meurtres qui ont eu lieu quelques jours avant. Et donc on voit petit à petit, vous voyez, comme la grenouille dans l'eau bouillante, comment, palier par palier, des étapes ont été franchies. Donc il n'y a pas de moment de bascule, c'est un long process qui s'est mis en place il y a 25-30 ans maintenant. Un long process qui s'est mis en place, et ça mettra des années avant d'arriver à contrôler ce trafic. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur. Est-on armé? Ça, c'est une autre question. Est-on armé pour répondre à cette mexicanisation de la France? C'est toute la question, mais c'est vrai que le constat est absolument édifiant, et particulièrement ces derniers jours. Il y a un autre point que vous abordez aussi dans votre ouvrage, c'est la déchristianisation de la France, avec un recul spectaculaire de la pratique religieuse. Je cite vos chiffres. 35% des Français allaient à la messe le dimanche en 1960. Ils ne sont plus que 6% aujourd'hui. Vous avez cette formule choc. La virée dominicale a été remplacée par la virée chez Ikea. Voilà, la messe dominicale a été remplacée par la virée chez Ikea. Alors, vous voyez que là, on prend une période de temps un peu plus longue. On remonte aux années 60. La déchristianisation était déjà amorcée, parce qu'il n'y avait déjà plus qu'un tiers des Français qui assistaient à la messe, mais c'était une part importante de la population, et le chiffre que vous citez, là, 6%, correspond aux années 2012-2013, quand on avait refait une enquête. On est sans doute en dessous aujourd'hui, mais nous commémorions la Toussaint il y a quelques jours. La fête de tous les saints. La fête de tous les saints, et la fête des morts également. La veille, la fête des morts. Tout à fait. Et là, on a des chiffres qui sont encore, de mon point de vue, plus spectaculaires. En 1980, on a 1% des obsèques qui donnent lieu à une crémation. Donc c'était totalement impensable au sens premier du terme. Oui, parce que c'est interdit par l'Église catholique. C'était interdit jusqu'en 1963. D'accord, c'est autorisé. Voilà, mais l'Église continue de dire, bon, c'est quand même mieux, si vous pouvez, de ne pas se faire incinérer. Et aujourd'hui, on est à 43% des obsèques qui donnent lieu à une crémation. Donc vous voyez qu'en 40 ans, on est passé de 1% à 43%. Cette tendance se développe, elle sera sans doute majoritaire dans quelques années. Donc ça nous dit plusieurs choses. D'abord, c'est un symptôme supplémentaire de cette déchristianisation. Et puis, ça s'explique aussi par ce qui s'est passé dans notre société au cours des dernières décennies. C'est-à-dire que beaucoup de Français, beaucoup d'habitants se sont arrachés à leur terroir natal. Et donc, arrivés à la fin de leur vie, quand se pose la question de leurs obsèques, eh bien, c'est une question un peu existentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on va retourner se faire enterrer près de là où sont enterrés ses propres parents, mais où on ne vit plus,
ou est-ce qu'on se fait enterrer là où on a vécu soi-même en tant qu'adulte, mais là où vos enfants eux-mêmes ne résident plus, et donc le choix massivement est fait aujourd'hui de recourir à cette crémation. Alors, c'est moins cher. Alors, sur les formules entre guillemets standards, c'est un peu meilleur marché, mais je pense que derrière les questions économiques, il y a quand même ces deux fondements-là, et donc on voit bien comment la société française a déjà énormément bougé historiquement. Les 30 Glorieuses, la Révolution industrielle, même la Révolution française, mais ce que j'appelle le soubassement anthropologique était resté intact. C'est-à-dire qu'on enterrait les gens, les hommes et les femmes se mariaient, etc., etc. Alors, reprenons la comparaison avec les années 80. Une institutrice qui commençait sa carrière au début des années 80, elle avait un enfant sur 10 dans sa classe dont les parents n'étaient pas mariés, ce qu'on appelait les naissances hors mariage. Quand elle est partie à la retraite en 2015-2020, elle en avait 60%. Et c'est pareil pour les parents divorcés. Alors ça va de pair, ça va aller avec. Il y a de nouvelles croyances aussi qui se développent. Vous dites ça aussi dans votre livre. Évangélisme, le chamanisme ou la sorcellerie sont en vogue chez les moins de 35 ans. Mais dans quelle proportion, c'est-à-dire? Alors là, on a posé des questions dans nos enquêtes en demandant ce que vous croyez aux sorcières. Donc attention, il y a une dimension. Mais c'est quoi les sorcières? Expliquez-nous, les auditeurs d'Europe 1, ce que vous qualifiez de sorcières. Alors là, c'était un sondage quantitatif, donc il n'y avait pas forcément énormément de précision, mais il y a différentes sources à tout ça. On a d'abord tout ce qui est dans la pop culture, notamment hollywoodienne, avec des séries sur les sorcières. On a aussi les courants néo-féministes américains qui ont remis au goût du jour ce qu'on appelle en anglais la witch, donc la sorcière qui est présentée un peu comme une figure du féminisme. Mais derrière tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les questions existentielles n'ont pas disparu. Beaucoup de gens continuent d'être travaillés par ces sujets-là, sauf que la boutique historique, l'Église catholique, aujourd'hui ne fait plus guère recette, et donc les gens se tournent vers d'autres formes de spiritualité. C'est quelque chose qui est aussi assez propre à notre période, c'est-à-dire qu'on laisse la part à l'autonomie de l'individu, chacun va se bricoler son propre référentiel. Vous voyez aussi l'essor du développement personnel, l'adoption de la philosophie bouddhiste. Et donc vous vous promenez en France et vous voyez des bustes de Bouddha qui trônent en majesté dans des jardins, dans des vieilles zones catholiques ou plutôt déchristianisées. Et donc on voit comment ce nouveau paysage spirituel se met en place sous nos yeux. Alors c'est passionnant, on va parler dans un tout petit instant avec vous de l'immigration. C'est aussi une autre, évidemment, grande mutation de notre société. Vous montrez les changements démographiques à l'œuvre ces dernières années, notamment à travers des prénoms. En 1900, 0% des nouveau-nés étaient portaient un prénom arabo-musulman en France. En 2021, ils sont à 21%. Vous allez nous expliquer tout ça, c'est tout de suite sur Europe 1.